Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le titre 4 que j'ai l'honneur de rapporter pose les fondations d'une gouvernance unifiée du système de retraite qui fait le double choix de la lisibilité du système et de la responsabilité des acteurs. La lisibilité du système, tout d'abord, permettra à terme à la redoutable complexité de l'architecture du système actuel. La multiplicité des acteurs s'ajoute aujourd'hui au foisonnement des règles et à la superposition des régimes. Ce sont autant d'obstacles à la compréhension des règles par les assurés et à la reconstitution de leurs droits qui relèvent pour la plupart d'un parcours du combattant et alimentent le non-recours. Dans le système universel de demain, une caisse nationale de retraite universelle assurera la couverture de l'ensemble des assurés, quel que soit leur statut ou leur métier. La gouvernance de cette caisse sera confiée aux partenaires sociaux, loin du mauvais procès en étatisation qui ne repose sur aucun fondement argumenté. Au-delà du conseil d'administration, la CNRU sera également composée d'autres instances, telles qu'une assemblée générale et un conseil citoyen dont les missions sont renvoyées à une ordonnance. Pourriez-vous nous éclairer, Monsieur le Ministre, sur la composition et les missions de ces futures instances? Quelle place envisagez-vous concrètement pour le Parlement dans cette future gouvernance, en dehors du rendez-vous traditionnel du PLFSS chaque automne? Cette lisibilité ne se fera pas au détriment de l'expérience acquise par un grand nombre de caisses de retraite, devenues des interlocuteurs bien identifiés des assurés. Des conventions seront donc conclues entre ces caisses et la future caisse nationale afin de leur permettre de poursuivre leur activité, y compris au-delà de la phase de transition. Je serai particulièrement attentive à l'avenir des agents aujourd'hui en poste. Je pense notamment aux 14 000 agents des CARSAT et aux 12 000 agents des institutions de retraite complémentaires. Pourriez-vous nous confirmer que ces acteurs joueront un rôle déterminant dans la mise en place du système universel et seront ensuite intégrés progressivement dans des conditions qui relèveront d'une concertation avec ces acteurs? Notre deuxième choix est celui de la responsabilité des acteurs en charge du pilotage. Le retour à l'équilibre de notre système de retraite n'est ni une option, ni une obsession comptable. Il est la condition de la pérennité d'un système par répartition auquel nous sommes tous attachés. Le pilotage annuel et pluriannuel du système de la CNRU, l'inscription d'une règle d'or d'équilibre du système des retraites et la création d'un fonds de réserve universel sont autant de garanties. Le nouveau comité d'expertise indépendant des retraites jouera également un rôle central pour affiner les prévisions financières et garantir notre bonne information. Dans ce contexte, quel motif justifie le maintien d'un conseil d'orientation des retraites dont certaines missions sont transférées au nouveau comité? Nous aurons l'occasion, dès la semaine prochaine, en commission, d'apporter des clarifications à certaines dispositions du projet de loi, dans le respect de la confiance faite aux acteurs du paritarisme et de notre engagement d'équilibre. Je vous remercie. Que vous représentez ici. Vous m'interpelliez, Madame Grandjean, sur le Conseil d'orientation des retraites. Alors, vous savez, j'ai à la fois une affection réelle pour cette instance, et tout simplement parce que j'y ai siégé plus de 2 ans, et puis parce que j'ai conscience qu'il y a été produit de très bonnes choses. Maintenant que ce point est posé, il y a la nécessité, dans les périodes de transition que nous allons vivre, la nécessité, je crois, de générer du consensus, comme le corps d'ailleurs a su le faire. Je crois qu'aujourd'hui, personne sur le fond ne remet en cause ces perspectives, et tout le monde s'est attribué d'ailleurs ces différentes hypothèses, peu importe les noms un peu techniques qu'elles portent, mais on a fini tous par retenir les hypothèses médianes, et je crois que c'est la preuve que le corps a réussi sa mission. Il continuera à perdurer pendant la période de transition, Madame la rapporteure Grandjean, et il aura à travailler sur ces perspectives, notamment statistiques, et puis sans doute, eh bien, il faut le dire, que son rôle évoluera lorsque la gouvernance, notamment la gouvernance parce qu'elle est fortement paritaire, que les partenaires sociaux auront un rôle prépondérant et qu'ils se verront adjoindre un comité indépendant d'experts, et que ce comité indépendant d'experts, lui aussi, doit avoir son rôle. Et donc, il ne peut pas y avoir de concurrence entre les uns et les autres. Eh bien, à ce moment-là, je crois que le corps viendra clairement sur des réflexions plus politiques, sur des sujets peut-être plus comme l'égalité femmes-hommes, sur des sujets de fond sur lesquels
les partenaires sociaux ont à cœur de travailler et laissera aux experts indépendants la responsabilité des perspectives statistiques. Voilà la façon, Madame la rapporteure Grandjean, dont je vois la répartition des choses. Vous aviez évoqué également le rôle et le questionnement que pouvait vous inspirer l'article, enfin en tous les cas, pardon, le titre 4 sur le conseil d'administration. Il devrait être composé paritairement de membres des représentants des salariés et des employeurs. Il sera sans doute inspiré, si je peux m'exprimer ainsi, de ce qui se passe aujourd'hui à la GIR-Carco. Et puis il y aura, vous l'avez compris, une assemblée générale où là on verra toutes les populations concernées seront représentées. Il est important que ce conseil d'administration soit certes représentatif de cette assemblée générale, mais soit aussi en situation de prendre des décisions. Il faut aussi qu'il y ait une dimension opérationnelle concrète dans ce conseil d'administration, ce qui explique que cette idée d'y avoir une trentaine de membres est déjà à la fois significative pour qu'un maximum de monde soit représenté, mais aussi permet de décliner un certain nombre de décisions rapidement. N'oublions pas que ce conseil d'administration aura un pouvoir de fixation des principaux paramètres contributifs en matière de dépenses et de recettes. C'est aussi lui laisser de la place. Et c'est pour ça que là, si nous voulons nous tout écrire, eh bien, disons à ce moment-là eh bien, il n'y a pas de place pour cette gouvernance. Sinon, laissons-lui de la place et écrivons dans quel cadre cette place se fait. C'est l'objet de ce titre 4 que vous avez en rapport, Madame la rapporteure Grandjean. Mais vous savez qu'il pourra également faire des propositions sur les paramètres de solidarité qui relèvent, et je l'ai dit tout à l'heure, de la responsabilité de l'État, puisque l'ensemble de la solidarité, vous savez qu'il y aura un canal qui sera le Fonds de solidarité vieillesse universelle, le FSVU, qui sera le principal financeur de cette dynamique de solidarité. Et là aussi, le gouvernement montre que l'État laisse de la place à la démocratie sociale en permettant à cette gouvernance de faire des propositions sur les paramètres de solidarité qui pourtant relèvent au final de la responsabilité de l'État.